Une autre fois, on retourne à notre invité, Dr Dina Kurdi, analyste politique. Alors, Dr Dina, comment on parlait, quelles sont les conséquences politiques et humanitaires de l'escalade militaire au Liban du Sud sur la stabilité régionale à court et moyen terme? Sur ce que nous vivons ces jours-ci dans le sud du Liban et entre Hezbollah et Israël, ça va bien sûr avoir des conséquences négatives sur la région en général. Parce que, comme nous le voyons ces jours-ci, toute la région du Moyen-Orient affronte beaucoup de défis. Alors, si bien sûr ce problème-là donc du sud du Liban va être, bien sûr, nous voyons que le Liban veut préserver sa souveraineté sur le sud et après cela, l'Israël veut bien sûr avoir une certaine puissance militaire sur aussi le sud du Liban à cause du Hezbollah, mais le problème c'est la régionalisation par la suite de ce problème-là. Alors, donc voilà, ça va donc aggraver la situation donc dans le Moyen-Orient. Nous risquons, par exemple, à la suite d'avoir une guerre régionale dans le Moyen-Orient à cause, bien sûr, de ce qui se passe avec l'Iran et les Chartis et ainsi de suite. Donc, et par la suite, donc la situation va être grave selon le point sur le plan économique et militaire aussi. Docteur Dina, sur notre plan, comment le président libanais parvient-il à préserver la souveraineté de l'État et la dynamique des négociations diplomatiques menées sous l'égide des États-Unis, tout en dénonçant les frappes israéliennes qui menacent directement le processus de paix? En fait, la situation vraiment est très compliquée au Liban parce que vraiment il y a le président libanais qui veut vraiment avoir une souveraineté, une certaine suprématie bien sûr sur les territoires libanais. Il veut aussi vraiment arriver à une telle négociation. Mais le problème vraiment avec les escalades qui se font entre le Hezbollah, ça complique vraiment la situation. Donc en fait, le Liban bien sûr a quelques problèmes et vraiment affronte des défis bien sûr au sein bien sûr de la communauté libanaise elle-même, parce que bien sûr nous avons le président, nous avons le gouvernement libanais qui veut vraiment poursuivre ces négociations, qui veut vraiment arriver à quelque chose, mais le problème que nous avons aussi Hezbollah et nous avons d'autres communautés qui sont vraiment qui sont affiliées qui nous pouvons dire que ce sont aussi d'autres Libanais, mais qui ne sont pas vraiment d'accord avec le gouvernement libanais. C'est pour cela que nous avons des dissensions dans la communauté libanaise. Et ça aggrave la situation pour le président libanais. Lui, vraiment, il veut arriver à cesser le feu, il veut arriver à une négociation, il veut avoir une certaine suprématie sur les territoires libanais dans le sud. Mais le problème, c'est que vraiment, avec tout ce qui se trouve comme dissension, vraiment, ça n'aboutit pas à quelque chose. Oui, et étant donné que le Hezbollah n'est pas partie prenante directe aux accords de négociation et qu'il rejette les exigences de désarmement, quelle est la stratégie du groupe face aux pressions conjointes d'Israël et des négociateurs pour l'écarter du paysage sécuritaire et politique libanais? En fait, la situation, c'est très difficile. Aussi, Hezbollah vraiment exerce une certaine pression par ses déclarations, par ce qu'il fait en fait comme bombardement. Et après cela, donc, le fait de désarmer Hezbollah, c'est pas facile du tout. Et alors, tout cela, bien sûr, va avoir un impact sur les négociations et va compliquer vraiment les négociations et la situation dans le sud du Liban. Et par la suite, si vraiment le Hezbollah ne peut pas accepter le désarmement et les Israéliens de leur part ne vont pas bien sûr accepter des choses, donc la situation va s'aggraver dans le sud du Liban. Et donc je vois vraiment que la situation doit commencer par le Liban, par exemple, lui-même. Donc la communauté libanaise et toutes les dissensions libanaises doivent se mettre d'accord sur quelque chose avant de commencer leurs négociations avec Israël. Parce que je vois que le gouvernement c'est une part, et après cela nous avons le Hezbollah, ça c'est une autre part, et on a vraiment un problème. Oui.
Il faut une sorte d'unité nationale, Oui, bien sûr, libanaise, effectivement. avant de parler ou de négocier avec Oui, Israël. effectivement, oui, effectivement. Exactement. Docteur Dina, on va passer sur un autre sujet où Trump a dit qu'il va bientôt déclarer que le détroit d'Ormuz est un territoire des États-Unis. Et ça, dans le Figaro, manchette de la presse Figaro, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Qasem Ghali Badi, a quant à lui assuré que le détroit d'Ormuz restera iranien. Donald Trump a déclaré qu'une fois l'Iran battu, il déclarerait le très stratégique détroit d'Ormuz comme un territoire des États-Unis. Sur un ton laissant penser qu'il plaisantait, il a aussi défendu sa décision d'entrer en guerre pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, disant qu'il ne s'excuserait jamais pour cela, en dépit de la hausse du prix du carburant subie par les Américains. Quelques heures plus tard, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a assuré que le détroit d'Ormuz restera iranien. Il a ajouté que le détroit d'Ormuz a été iranien et restera iranien, et ce détroit ne sera ouvert et fermé que sur l'ordre de l'Iran. Alors, en quoi cette escalade verbale autour du contrôle absolu du détroit d'Ormuz risque-t-elle de faire échouer les tentatives de médiation en cours et d'entraîner une régionalisation encore plus marquée du conflit impliquant le Liban et d'autres acteurs du Moyen-Orient? Alors, si par exemple nous allons parler de cette situation-là, on peut dire vraiment que les nouvelles déclarations de Donald Trump pour en fait le détroit d'Ormuz, disons, ça c'est une menace en fait de sa part, et Washington veut en fait empêcher l'Iran de transformer Ormuz en instrument de pression géographique ou bien géopolitique. Alors, l'Iran veut bien sûr exercer une certaine pression que ce détroit-là c'est un détroit iranien, mais Trump avec ses déclarations, il veut vraiment transformer cette question-là de liberté de navigation par exemple pour ce détroit-là qui peut représenter 20% des approvisionnements mondiaux en pétrole, en question de contrôle territorial. Alors l'Iran veut bien sûr sur le plan géographique, vraiment l'Iran donne sur le détroit d'Ormuz, il veut vraiment contrôler ce détroit-là, bien sûr, étant donné que vraiment bien sûr sa situation géographique, mais le problème que Trump vraiment veut dépasser tout cela. Donc les États-Unis ne veulent pas seulement empêcher l'Iran de fermer Ormuz, ils veulent empêcher définitivement Téhéran de considérer ce détroit-là comme un instrument de souveraineté et de pression stratégique. Et par la suite, bien sûr, il y aura bien sûr une certaine escalade, comme on dit, dans les puissances bien sûr militaires américaines pour modifier les conditions de navigation et bien sûr pour le titre de souveraineté de la part de l'Iran. Donc il s'agit d'une certaine pression qu'on exerce vraiment sur Iran ces jours-ci, et ça va escalader la situation bien sûr dans le Moyen-Orient les jours à venir. Est-ce que ça peut déclencher une autre guerre maintenant, ces déclarations verbales entre les deux parties? Nous ne désespérons pas que nous pouvions avoir vraiment une telle, c'est-à-dire une guerre, mais je pense que c'est vraiment c'est une déclaration qui peut être comprise comme une tactique comme ça de négociation, autant que comme une revendication réelle. Oui. En fait. Parce qu'on a encore entendu d'autres déclarations avant, et elle n'est pas menée aussi à une... Oui, effectivement. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. En fait, c'est une tactique de négociation. Oui. Ce sont juste comme ça des déclarations pour, par exemple, menacer ou bien provoquer l'autre partie dans la guerre. Oui. Mais vraiment, je ne pense pas qu'il y aurait bien sûr vraiment une guerre, parce que si vraiment il y aura une guerre dans le Moyen-Orient, bien sûr, ça va vraiment, la situation va s'aggraver dans le Moyen-Orient. Et ça va vraiment aboutir à des choses qui sont vraiment néfastes pour tout le Moyen-Orient. Docteur Dina Kurdi, vous êtes analyste politique. Merci bien d'être avec nous dans notre programme La Presse et la manchette de la presse.